Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 119. J'espère que tu as la forme, j'espère que tout va bien pour toi et voilà, j'espère que les derniers épisodes t'ont plu. Il n'y avait pas d'épisode la semaine dernière parce que, et je l'ai annoncé déjà plusieurs fois dans le dernier épisode, j'organisais un défi de 4 jours live avec plusieurs dizaines de femmes qui veulent perdre du poids et on a vu ensemble justement la méthode qu'on utilise nous avec nos élèves. Je leur ai donné gratuitement cette méthode et bah du coup c'était top, il y a eu beaucoup d'échanges, je sais que ça a pu aider pas mal de monde. Beaucoup de femmes essayent de se reprendre en main là à la rentrée, c'est peut-être ton cas aujourd'hui, il y a un homme ou une femme de toute façon si tu écoutes ce podcast, il n'y a pas de souci, mais en tout cas ce qu'on va voir aujourd'hui va te permettre de passer un cap, je l'espère. Parce que en 4 jours, j'ai donné beaucoup d'informations, mais j'en ai aussi reçu. J'ai reçu aussi pas mal de feedback. Et je vais vous expliquer en fait ce qui bloque pour la plupart des gens et pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez peut-être pas encore à atteindre vos objectifs sur le moyen long terme. Parce que j'ai eu pas mal de retours, comme je te disais, et je pense que ça sera important que je vous les partage. Donc je vais vous partager en fait aujourd'hui mon expérience, mon retour d'expérience de ces 4 jours. Alors si tu as participé au défi, déjà merci à toi. J'espère que ça t'aura aidé. Mais je vais essayer de partager un petit peu les enseignements que j'en ai tirés pour vous aider, vous aussi, les auditeurs du podcast Envie de changement. Même si vous n'avez pas participé à ce défi, c'est pas grave, il y en aura peut-être d'autres. Il y en aura certainement un autre au moins au mois de janvier 2025 pour la rentrée, je pense. Parce que l'année dernière, ça avait cartonné. Donc voilà, l'idée c'est d'en refaire quand il y a de la demande. Et donc voilà. Comment ça s'est passé ce défi-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est quand j'en parle en story. Un défi, c'est pas forcément un défi sportif. En tout cas, moi je ne le vois pas comme ça. C'est un défi où on vous donne des petites actions à faire, mais surtout on vous forme, on vous fait réfléchir et on vous dit exactement quelles sont les étapes à mettre en place pour atteindre votre objectif sur le moyen long terme. Moi en tout cas c'est comme ça que je voyais le défi, parce que simplement faire des séances de sport, je l'ai déjà remarqué en ce moment, j'en poste pas mal sur Instagram, les gens sauvegardent, les gens les font de temps en temps, et d'ailleurs dans le défi j'en donne aussi, mais c'est pas suffisant. Tu le sais bien, si tu veux perdre du poids, atteindre un objectif physique, le sport fait partie, et ça je l'ai expliqué plusieurs fois, d'un des 3 piliers de la perte de poids, évidemment, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est une grosse question de mindset, d'état d'esprit, la perte de poids, en fin de compte. Et c'est là où ça devient, il y a intellectuel, non, pas vraiment, mais quand même, faut pas juste débrancher le cerveau, faire ses séances de sport, manger des brocolis et du riz et du poulet, et marcher 10 000 pas et avoir des résultats. En fait, c'est plus complexe que ça. Le cerveau humain, tu vas jouer contre ton cerveau, finalement, quand tu veux shifter ton identité, donc c'est-à-dire changer ton identité pour passer à je suis devenu quelqu'un de sportif, je suis devenu quelqu'un qui fait attention à soi, je suis devenu quelqu'un qui veut vivre en bonne santé. En fait, c'est ça, c'est changer son identité. Et ça prend du temps. Et les gens n'ont pas conscience qu'une perte de poids, c'est un changement d'identité. C'est pas seulement perdre du poids. Parce que sinon, ça se saurait, il n'y aurait pas 60% de Français et de Françaises qui seraient en surpoids. Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore shifté leur identité. Ils sont encore dans la mentalité, et ça je le vois très souvent. Je veux perdre du poids, je descends mes calories, je fais plus de sport et j'espère avoir des résultats. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les méthodes employées par la plupart des personnes ne sont pas efficaces. On n'aurait pas sinon les mêmes chiffres de gens en mauvaise santé, j'aurais pas autant de travail dans un sens. Donc ça veut dire qu'il y a encore du boulot et aujourd'hui on n'est pas éduqué sur ce sujet-là. Tu le sais bien, mis à part, et c'est vrai d'ailleurs, je me posais la question la dernière fois. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au fitness, c'était en 2016, un truc comme ça. J'ai commencé un petit peu à m'intéresser, mais je me dis les générations d'avant, c'était encore pire. Il n'y avait pas d'informations avant. Avant, il y avait quelques magazines, quelques journaux télévisés qui en parlaient, enfin des émissions télévisées qui en parlaient, et pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui vous donnent beaucoup d'informations. Donc je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, les gens savent que c'est un déficit calorique, les gens savent à peu près comment s'entraîner, quoi manger, etc. Ceux qui me disent, ça arrive, je ne sais pas quoi manger, il suffit d'avoir un réseau social, de l'ouvrir, et pendant 10 minutes, tu vas comprendre déjà quoi manger à peu près. C'est pas très compliqué généralement, ou tu demandes même à Google. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui posent des questions, tu te dis, mais ils ont oublié de chercher un petit peu d'eux-mêmes. Mais bon, bref. En fait, ce sont des excuses en réalité, évidemment. Mais du coup, on a beaucoup trop d'informations. On a beaucoup trop d'informations. Et c'est là où en fait c'est contre-productif, c'est que la plupart des gens sont perdus. Et du coup, ils font plus rien. Ou alors ils passent d'une méthode à l'autre tous les mois, tous les 6 mois pour essayer de perdre du poids. C'est un problème, c'est clair. Et vous allez le voir, je vais vous passer aussi à la fin de ce petit épisode
Le partage d'Alexandra, une de mes élèves. Donc pendant le 4 jours de défi, on a eu 4 personnes de notre accompagnement qui sont passées. C'était des témoignages vraiment, je vais dire extraordinaires, mais enfin moi j'ai vraiment apprécié les écouter, je les ai réécoutés. Je vais vous en partager un aujourd'hui, j'en repartagerai peut-être d'autres sur les autres épisodes parce que je trouve que ça a énormément de valeur en fait d'écouter quelqu'un qui était au même point que vous et qui a réussi à mettre en place des étapes et qui aujourd'hui se sent mieux. Parce que moi, vous m'écoutez dans le podcast, ça fait peut-être 10, 15, 20, 100 épisodes pour les plus fidèles. Donc vous avez compris qui j'étais, vous avez compris la méthode, etc. Mais c'est important des fois de faire des rappels. Peut-être que vous avez découvert le podcast il y a peu de temps, peut-être que vous regardez sur YouTube. Et l'idée, c'est que je vais vous faire du coup un petit débrief. Et Alexandra, à la fin, va venir conclure cet épisode parce que c'est vraiment que de la valeur ajoutée. Elle est exactement dans la même mentalité que moi j'essaie de promulguer, je sais pas comment on dit, de promouvoir au sein de ce podcast-là. Et du coup, je pensais que c'était intéressant de vous le proposer. Lors de ces 4 jours de défi, la première chose que j'ai faite, et je pense que c'est important aussi, quand vous voulez vous faire accompagner, ou en tout cas quand vous suivez quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est de savoir qui est cette personne. Donc c'est ce que j'ai fait en fait pendant le premier jour du défi. Alors j'ai eu pas mal de soucis techniques, le premier jour c'était pas le meilleur jour clairement. J'avais fait une belle présentation avec des photos et tout ça, je voulais leur montrer mes photos de classe quand j'étais en Australie, etc. avec les autres coachs, mais bon, ça a bugué. Et en gros, ce que j'expliquais, juste pour faire un petit rappel sur le parcours, parce que je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas écouté les 5 premiers épisodes, c'est là où j'expliquais mon parcours, mais forcément on est à 119 maintenant, donc je peux comprendre. Mais en gros, moi j'ai commencé à m'intéresser à la perte de poids, au fitness très tard, entre guillemets. Mais il y a des gens, ils ont peut-être 45 ans, ils vont s'y mettre que maintenant, donc je te rassure, c'est pas grave. Mais en gros, moi j'avais une vie, donc je viens de Nantes à la base, j'avais fait des études pour être chef de rayon et donc j'ai commencé la vie active là-dedans. J'ai travaillé à Auchan à Saint-Herblain à côté de Nantes pendant 3 ans et là-bas je faisais comme sport du tennis de table. Voilà, donc le sport par excellence qui en fait tu as l'impression que c'est pas trop un sport, tu bouges un peu mais quand même pas trop tant que ça, surtout à mon niveau. Et bref, donc je faisais ça, je courais vraiment de temps en temps et j'avais une hygiène alimentaire déplorable. Donc je ne savais pas quoi manger, je mangeais des sandwichs à chaque fin de service, parce qu'en fait déjà le truc c'est que je commençais à 4h du matin et je finissais à 13h. Donc laisse tomber le style de vie horrible, vraiment je l'ai très très mal vécu ce style de vie, d'être tout le temps fatigué, tout le temps décalé. Alors oui, tu as tes après-midi de libre, alors moi je rentrais, je mangeais mon sandwich, je regardais une vidéo sur YouTube et j'allais me coucher, je me levais à 17h, 18h. Super, du coup j'allais même plus m'entraîner au tennis de table, parce que en plus, c'était un peu loin de chez moi. C'était trop loin, d'ailleurs j'avais une heure de bouchon à chaque fois, donc j'y allais pas. Et du coup, je faisais moins en moins de sport, je mangeais de plus en plus mal, j'étais de plus en plus fatigué, et j'avais un physique qui me déplaisait de plus en plus. Voilà, c'est aussi simple que ça, et surtout mentalement, ça n'allait pas beaucoup. Je suis pas en dépression, mais c'est vrai que ce style de vie était complètement décalé, et depuis, vous allez voir, j'ai évolué un peu, mais le sommeil, c'est vraiment quelque chose de prioritaire, parce que j'ai vu à quel point ça pouvait jouer sur mes émotions, sur mon mood, et du coup, ça fait partie de mes priorités dans ma journée de bien dormir et de dormir suffisamment. Bref, à l'époque, ensuite, j'ai démissionné. Concrètement, au bout de 3 ans, j'ai démissionné parce que j'en pouvais plus. Même s'il y a des points positifs, hein, je ne dis pas. Mais en tout cas, j'avais pas la reconnaissance que je voulais avoir concrètement. Et voilà, j'avais fait le tour, je voulais passer à autre chose. Et moi, je suis assez direct quand je veux changer. Vous allez le voir hein, dans mon parcours, je vais vous faire un petit coup rapide. Je suis assez cash, j'ai pas peur du changement. Le podcast s'appelle Envie de changement et c'est pas pour rien que je l'ai appelé comme ça. Désolé, je me gratte l'œil en même temps. C'est parce que pour moi, le changement, ça a du bon. Moi, j'ai un mode de vie, la plupart des gens ne pourraient pas le tenir. Concrètement, tous les mois, je change de pays depuis 3-4 ans. Bon. Là, je me trouve à Kuala Lumpur en Malaisie. Je crois pas que je l'avais dit la dernière fois. Bon, voilà, je suis là. J'ai une vue extraordinaire d'ailleurs, je pourrais vous la montrer tout à l'heure. J'ai une vue devant les Twin Towers, donc c'est les 2 tours Petronas là, que vous avez. Enfin bref, Kuala Lumpur c'est assez cool, je vous ferai peut-être un débrief sur cette ville-là. Bref. Et donc, pour revenir en France, avant d'avoir pu voyager dans le monde, j'ai passé quand même des étapes évidemment. Et donc, j'ai changé de ville, voilà, j'ai démissionné, je suis parti à Strasbourg pour être commercial. En gros, donc je travaillais dans la volaille hein, quand j'étais chez Auchan. Et ensuite, j'ai bossé en tant que commercial pour le groupe, j'ai déjà expliqué, LDC, le groupe Louis Le Gaulois, donc numéro 1 en France sur la volaille. J'ai souhaité travailler avec eux et ils avaient un poste à Strasbourg, donc j'ai un petit peu hésité, etc. À l'époque, d'ailleurs, j'avais quelqu'un de ma famille qui était gravement malade, qui est ensuite décédé, et ça, j'en ai un petit peu parlé dans le défi, mais ça a été un de mes premiers déclics sur la raison pour laquelle je me suis mis au sport, c'est que cette personne-là, elle est morte d'un cancer et avant, elle avait eu du diabète, etc., lié à une mauvaise alimentation. Pendant des années, il était en gros surpoids, en grosse obésité, et à partir du moment où il a eu
des complications, il a commencé à mieux manger, à faire très 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 attention, à marcher, etc. Il avait un style de vie exemplaire. Mais malheureusement, le mal était fait et c'était trop tard. Après, il a eu un cancer, alors c'était certainement lié à ça. J'en sais rien après exactement, mais en tout cas, facteur aggravant, clairement, c'est sûr. Donc, c'était un premier déclic et du coup, je suis parti à Strasbourg. Je me suis inscrit à la salle de sport au bout de 6 mois, arrivé là-bas, parce que je me faisais chier à courir en fait. Je faisais plus de tennis de table, j'avais décidé d'arrêter parce que pareil, je m'entraînais plus. Et j'avais commencé à courir un peu, mais je me faisais chier. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire en salle de sport. J'avais déjà fait un peu par le passé des vidéos YouTube de l'entraînement, des trucs comme ça. Je crois qu'à l'époque, je sais plus, mais je m'étais acheté des haltères. Voilà, quand tu débutes, tu as des haltères, tu sais pas trop quoi faire. Tu fais une vidéo YouTube par mois et tu es content. T'as pas de régularité, tu sais pas trop pourquoi tu le fais. Et forcément, t'as pas de résultat. Bon, je me suis dit, je vais m'inscrire en salle de sport. J'étais allé une fois en salle de sport dans ma vie. J'avais un mauvais souvenir, j'avais énormément de courbatures. Je devais avoir 18 ans. Et je ne savais pas du tout ce que c'était. Je suis allé tout seul, hein, clairement. À Strasbourg, j'ai déménagé tout seul. D'ailleurs, je connaissais personne, hein, vraiment. Tout seul, pas de famille, rien. Donc c'est un nouveau départ à 100%, tu vois. Et du coup, salle de sport, je me suis dit, je vais peut-être rencontrer du monde, etc. Mauvaise idée, rencontrer du monde à la salle de sport, surtout là où j'étais. Bon, j'étais pas extraverti non plus, donc c'était pas évident. Je me suis inscrit à Keep Cool à Strasbourg. Expérience intéressante, donc comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais t'arrives, t'as la personne qui te fait des petits tests, etc. Le coach, la coach, et qui te dit, voilà, je vais te faire ton programme, etc. Ensuite, elle te donne une clé là que tu fous dans la machine technologie, mais ça te fait ton programme. Voilà, point. T'apprends quelques petites choses, mais c'est très limité. Concrètement, je vois pas quelqu'un qui part des résultats quand t'es débutant uniquement avec ce type de suivi. Et donc, clairement, il m'aurait fallu un suivi plus poussé. On me l'a pas proposé, et de toute façon, je sais même pas si ça se faisait dans cette salle-là. Ils te donnaient 2-3 trucs et c'était terminé. Bref, j'ai pas eu de résultat. Je me suis entraîné 6 mois comme ça. J'étais content parce que je me croyais un peu dans le fit game, mais c'est vrai que j'avais pas de résultat et c'était assez frustrant. Et après, mon chef à l'époque, quand j'étais commercial, faisait du crossfit. Lui, il avait déjà un bon physique, un bon niveau, et il me parlait tout le temps de crossfit. À chaque fois qu'on parlait, ça revenait souvent. Et du coup, il m'a dit inscris-toi. J'ai eu un peu de mal à m'inscrire parce que je me suis dit, putain, c'est quoi ça? Ça va être compliqué, c'est un peu une secte ce truc-là et tout ça. Et je me suis inscrit donc au CrossFit à Strasbourg aussi. Et là, ça a été la révélation pour moi. Pourquoi? Parce que je me suis fait accompagner. J'ai des coachs, et tous les WOD, etc., tous les jours tu t'inscris. J'en faisais 3 fois par semaine, je crois, parce que déjà c'était c'est difficile à l'époque, et je suis refait, je serais aussi dans le mal. Mais c'était top parce que déjà j'ai rencontré du monde, donc j'étais moins seul, socialement c'était mieux. Et surtout les coachs étaient super sympas, ils nous coachaient vraiment, j'ai senti qu'il y avait des coachs vraiment de qualité, ils donnaient des instructions, tu savais, ils t'expliquaient comment faire du soulevé de terre, moi j'ai jamais fait ça, j'avais le dos rond dégueulasse, et ils t'expliquaient comment faire, des belles tractions, alors quoique après ils font des tractions crossfit, donc c'est un peu moins beau, mais en tout cas voilà. Faire des pompes, des vraies pompes, pas des pompes avec les coudes comme ça, là, comme la plupart des gens, bref. J'avais appris des choses, j'étais pas encore coach non plus à l'époque, hein. Je ne pensais pas dans ma vie être coach, hein, je te le dis à la base, pas du tout. Vraiment, c'était en France surtout, j'avais une mauvaise image du coaching, peut-être ton cas aussi, mais je voyais les coachs des fois en salle de sport, ils servaient à rien, ils avaient l'impression de se faire chier, compter les reps. Je me suis dit vraiment, moi déjà je me considérais pas comme quelqu'un de sportif déjà, et je me suis dit, enfin, vraiment c'était vraiment inconcevable que je devienne coach, vraiment, hein. Et la première expérience de CrossFit, ça m'a un peu ouvert les yeux sur qu'est-ce qu'un bon coach, en quoi tu peux progresser, les changements que ça peut apporter aussi sur ton bien-être, etc. Là, je me suis dit, là, c'est intéressant. Cependant, encore une fois, dans ma vie perso, j'avais fait 3 ans à Strasbourg en tant que commercial, j'avais besoin d'évolution. Parce qu'entre-temps, j'avais fait 10 jours de vacances aux Philippines, en Asie, avec mon demi-frère, et j'ai eu un déclic à ce moment-là, parce que en fait, je suis resté que 10 jours aux Philippines, le temps d'y aller sur les îles, etc. Au final, je suis resté 7 jours sur place, vraiment posé. Et j'ai dû repartir et mon frère avec son pote sont restés plus longtemps, ils sont restés un mois, un truc comme ça. Et là j'ai eu un énorme déclic où en fait je me suis dit c'est pas possible de vivre une vie où je vais pouvoir partir que 2 semaines d'affilée maximum durant toute ma carrière. Donc ça veut dire qu'en gros je ne pourrai jamais profiter d'un pays plus de 2 semaines dans ma vie. Et quand tu sais ce que c'est d'aller en Asie pendant 2 semaines, c'est très 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 frustrant de revenir parce que déjà c'est un monde complètement différent. Tu as l'impression que tu t'ouvres à un nouveau monde. Vraiment les gens sont complètement différents, une mentalité complètement différente. Tu arrives là-bas et au bout de 2 semaines on te coupe l'herbe sous le pied et on te dit non tu dois rentrer parce que tu dois vendre tes poulets machin. Je suis rentré vraiment pendant 1 semaine, j'étais vraiment pas bien. Et c'est là où j'ai dit à mon chef, terminé, je vais quitter mon taf et je vais prendre une année sabbatique. Voilà. Concrètement, je vais partir 1 an à l'aventure parce que j'en ai besoin en fait. À l'époque, j'avais l'âge 28 ou 29 et j'avais besoin en fait de me retrouver. Je ne savais pas exactement qui j'étais en fait. C'était concrètement ça. C'était une année sabbatique, mais pas pour rien branler concrètement. C'était pour comprendre qui j'étais, prendre de l'expérience et je voulais aussi apprendre l'anglais.
Parce que je m'étais rendu compte aux Philippines notamment que j'avais un niveau d'anglais dégueulasse et que je pouvais communiquer avec personne. Et quand je voyais les autres communiquer entre eux en anglais, des gens de tous les pays, je me suis dit putain, j'ai un vrai handicap dans la vie et du coup, il va falloir remédier à ça. Et du coup, je suis parti en Australie. Un peu par hasard, j'ai voulu chercher un pays anglophone où il fasse beau. Il s'est avéré qu'il y avait soit Miami, j'avais aussi San Francisco, mais je suis pas très beau, mais je trouvais ça cool. Mais par contre, le niveau de vie là-bas, laisse tomber. J'avais l'Afrique du Sud, je m'étais un petit peu renseigné. Et ensuite, il y avait l'Australie. Parce qu'au final, un pays où tu as peut-être Malte, mais bon, voilà, c'est pas non plus incroyable. Donc en fait, en pays chaud anglais, il n'y en a pas 40 000. Et du coup, je suis allé en Australie. Je me suis dit, tant qu'à aller loin, autant aller très loin. Je suis parti en Australie. Si vous voulez savoir un peu le parcours, j'ai vécu beaucoup d'expériences pendant 2 ans et demi là-bas. J'en parle dans les épisodes 1 à 4, un truc comme ça, 1 à 3. Parce que voilà, ça a duré comme assez longtemps, je ne vais pas pouvoir le résumer. Et là-bas, donc j'ai fait 1 an, c'était juste avant le Covid. Là-bas, je devais faire 6 mois en Australie, 6 mois en Asie. Et malheureusement, le Covid est arrivé. Pour moi, ça a été une chance, dans un sens, parce que je suis resté plus longtemps que j'avais prévu. Au lieu de faire 1 an d'année sabbatique, j'ai fait 2 ans et demi là-bas. Et quand je suis revenu en France, j'avais un nouveau métier, une nouvelle mentalité, un nouveau physique. Bref, toute ma vie a changé. J'étais une nouvelle personne, selon moi, en mieux, sur pas mal de points, sur des points peut-être un peu moins bien, j'en sais rien. En tout cas, j'étais une nouvelle personne, bien meilleure en anglais, bien meilleur dans ma peau, meilleur physique, bref, rien à voir. Pas du tout la même physique, pas du tout la même confiance en soi aussi. Bref, et, et incroyable. Et ça m'a donné l'opportunité de me lancer sur Instagram, notamment après, d'être en Australie, parce que si j'avais été en France, je pense pas que je l'aurais fait. Parce que j'avais toujours peur en France, dès que tu fais un truc, t'es critiqué, etc. Quand en Australie, c'est une autre mentalité, ils te poussent à te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un peu comme aux États-Unis, ils te poussent à faire plein de trucs. Et t'as l'impression que tout est possible là-bas. Et c'est ça c'est une mentalité que j'essaie de garder, de me dire que tout est possible et de pas se mettre de barrières auto-limitantes sur moi je peux pas, moi je peux plus. Bref, en tout cas là-bas, ça m'avait fait beaucoup de bien de voir une autre mentalité. Et donc je suis resté 2 ans et demi et j'ai passé 1 an et demi à passer mes diplômes de personal trainer. Voilà, c'est là où je suis devenu coach. C'est là où en parallèle j'ai lancé mon activité de coaching en ligne et mon compte Instagram en 2021. Donc j'ai commencé à coacher au fur et à mesure, etc., que j'apprenais des choses. Et également à cette période, donc j'ai appris beaucoup de choses sur le fitness évidemment. Je me suis aussi fait accompagner personnellement par l'un de mes profs, parce que je voyais que les cours n'étaient pas assez poussés, j'avais besoin d'aller un peu plus loin. Et il m'a donné, il m'a fait comme si j'étais son client pendant 1 mois. Donc c'était vraiment intéressant, j'ai vraiment beaucoup appris sur ses méthodes, etc. Parce qu'en Australie, il faut savoir, les coachs personnels, c'est quand même un niveau assez élevé, pour moi très élevé, c'est comme dans les pays anglo-saxons, c'est des gens qui sont passionnés, qui se forment régulièrement, et il y a un gros niveau, hein, clairement en termes de fitness en Australie, je trouve. Je dis pas que tout le monde est fit, mais en tout cas, ceux qui s'intéressent au fitness sont à un gros niveau, c'est ce que je veux dire. Et du coup, j'ai pu bénéficier de ça et c'était vraiment top. Et ensuite, je suis revenu en France donc en juillet 2022. Et c'est là où j'ai commencé ma vie de nomade digital, où j'ai voyagé dans 10-15 pays depuis. Je ne pourrais pas te faire la liste. Écoute tous les podcasts, tu le sauras, parce qu'à chaque fois, je dis où je suis. Mais voilà, après, quand je suis rentré, j'avais fait les îles Canaries, j'ai fait. Voilà, tu t'écouteras, j'ai fait beaucoup de pays. Déjà cette année, j'en ai fait pas mal aussi. Enfin, non, l'année dernière surtout, j'en ai fait vraiment beaucoup l'année dernière, il y a 2 ans. Mais là, du coup, je me suis un peu calmé. Bref. Et donc voilà, mais c'était pas évident non plus parce que j'ai compris que avoir une ligne, être fit, etc. Quand tu changes de pays tous les mois, des fois toutes les semaines, tu changes de salle, tu changes de Airbnb, tu manges tout le temps à l'extérieur, j'ai dû développer, si tu veux, une méthode un peu différente. Et c'est cette méthode finalement que j'explique à nos élèves en coaching, qui est une méthode qui en fait te permet d'avoir une vie sociale, de perdre du poids et de pouvoir t'entraîner quand tu n'as pas beaucoup de temps ou même à la maison. Parce que pendant le Covid, moi je me suis beaucoup entraîné à la maison pendant 1 an et demi. Aussi parce que même quand je faisais les études de personal trainer, des fois les salles étaient fermées. On étudiait en ligne, c'était un peu con des fois d'ailleurs. Donc j'ai dû apprendre à me débrouiller par moi-même. Et du coup, j'ai quand même développé pas mal de skills d'entraînement à la maison. Donc je sais m'entraîner en salle, je sais m'entraîner à la maison. Et je l'ai mis au service de la méthode Athletic Body parce que nos élèves s'entraînent soit à la salle, soit à la maison, justement grâce à l'expérience que j'en ai tirée de toutes ces années de Covid, de machin, de formation. Et donc c'est un petit peu la méthode c'est complètement la méthode que je donne à nos élèves et c'est comme ça qu'on a de bons résultats avec nos élèves et qu'on a une méthode plutôt flexible sur l'alimentation. Bref, tout ça pour te dire au bout de 20 minutes que lors des 4 jours de défi, j'ai donné la méthode. Je leur ai expliqué les 3 piliers de la perte de poids. Le premier pilier, c'est d'être en déficit calorique, donc de potentiellement compter ses calories. En tout cas, c'est une bonne idée de savoir dans quel ordre de calories tu te situes, évidemment. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, normalement tu sais ce que c'est. Vous avez aussi accès à mon calculateur de calories au sein de mon challenge gratuit de 30 jours. Vous avez le lien dans ma bio sur Instagram si vous voulez tester. Et ça reprend un petit peu cette méthode que je vais t'expliquer là. Ensuite, de traquer vos calories via MyFitnessPal. Par contre, c'est vrai que la plupart des gens
ont des croyances par rapport à ça, ne savent pas trop le faire, je l'ai vu après. Et c'est pour ça que je donnais un tuto aussi pour certaines personnes qui le voulaient. Et ça, c'est super intéressant parce que ça vous permet vraiment de savoir où vous en êtes. Donc ça, normalement, le pilier numéro 1, vous le savez, et ça permet d'avoir d'excellents résultats. Pilier numéro 1 bis, c'est d'avoir aussi son apport en protéines. C'est vrai qu'au début, moi, je ne savais pas. Maintenant, la plupart des gens, vous le savez, hein, l'apport en protéines, c'est important, mais il ne faut pas non plus faire une fixette dessus. Et c'est comme pour l'apport en calories, je vois beaucoup de gens qui sont trop précis. Alexandra va le dire aussi dans son témoignage tout à l'heure. Avec les méthodes qu'on entend, etc., les gens veulent se compliquer la vie sur la perte de poids. Aujourd'hui, moi, je donne une fourchette à mes élèves. Je dis un exemple, si je calcule les calories et que je vois qu'il doit être à 2000, il ou elle doit être à 2000 calories pour perdre du poids, à peu près 500 grammes par semaine, je ne vais pas lui dire soit 2000 tous les jours. Je vais lui dire il faut que tu sois entre 1008 et 2200 en moyenne sur la semaine. Tu peux être un peu plus haut, tu peux être un peu plus bas, mais il faut qu'à la fin de la semaine, en moyenne, tu sois autour de ça. Comme ça laisse un peu plus de flexibilité. Les jours où il ou elle veut s'entraîner, elle veut manger un peu plus de calories, elle peut. Si elle veut avoir un plus de calories le week-end, elle peut en étant sur la fourchette basse finalement de ses calories du lundi au vendredi et du coup être sur la fourchette un peu plus haute le vendredi, le samedi par exemple, si elle veut se faire un peu plus plaisir. Bref, c'est une question d'équilibre tout ça. Et ça marche plutôt bien. Et généralement, les gens calculent leurs calories, en tout cas en étant accompagnés par notre programme, sont plus flexibles, mangent beaucoup plus. Je crois qu'Alexandra va le dire aussi. En tout cas, les témoignages des femmes qu'on a eu le disaient souvent. Maïté le disait aussi beaucoup. Et de toute façon, c'est pas nouveau. Ça fait 3 ans que je fais ça et tout le monde me dit je mange plus qu'avant. Et je perds du poids. Bon, c'est pas un mythe, c'est vraiment ça, vraiment. C'est que toute seule, généralement, il y a des gens tout seuls, des gens qui sautent des repas, qui sont des mini-repas et qui sont frustrés, qui craquent à chaque fois. Ça, c'est un schéma qui revient très souvent et du coup, quand tu veux perdre du poids, il faut sortir de ce schéma-là. C'est pas évident hein, parce que c'est un schéma mental de croyance et ça, je le dis aussi beaucoup dans le défi. On croit que, on a beau le dire, des fois on sait, hein, tout ce que je dis dans le défi, souvent les gens le savent, mais ils ont tellement de croyances fortes sur la perte de poids qu'en fait, ils n'arrivent pas à l'assimiler pour eux. Bon. Et des fois, c'est vrai que des fois, de se faire accompagner, au moins vous débranchez un peu le cerveau, vous vous dites ok, je fais confiance au processus et c'est ce que dit très bien Alexandra d'ailleurs tout à l'heure. Elle a dit, c'est une phrase, je pense que je la réutiliserai. Parce qu'à un moment, je lui ai posé la question, vous allez le voir, t'avais des doutes, je lui ai dit, t'avais des doutes avant de nous rejoindre dans l'accompagnement, je le sais, elle me suivait depuis un petit moment, elle avait des doutes. Parce que tout le monde a des doutes quand il nous rejoint au démarrage, c'est normal, quand tu prends un accompagnement avec quelqu'un ou quand tu m'écoutes, tu dis c'est qui lui, tu vois, tu me connais pas personnellement, tu m'as sans doute jamais vu en vrai, et donc tu peux avoir des doutes, et c'est normal, clairement, je le dis en toute transparence, je sais que t'avais des doutes, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de l'autre côté, qu'est-ce qui a fait que toi tu as souhaité nous rejoindre dans l'accompagnement, parce que j'étais quand même curieux. Et elle m'a dit effectivement, j'avais des doutes, mais ce que je savais, c'est qu'avec tout ce que j'avais mis en place aujourd'hui, j'avais pas de résultat. Ça, j'étais certaine de ça. Et c'est vrai, aujourd'hui, si tu m'écoutes dans le podcast et si ça fait 10 ans que tu essaies de perdre du poids et que tu n'as pas de résultat, ça au moins tu peux être sûr que ce que tu fais depuis des années, ça ne marche pas. Du coup, elle s'est dit, bon bah écoute, il y a un mec en face de moi, il a l'air d'être à peu près cohérent, c'est un peu comme ça qu'elle l'a dit, je crois. Eh bien, je vais essayer de lui faire confiance. Et elle a dit, je vais m'engager sur une saison, donc chez nous, une saison, c'est 3 mois, et on verra ce que ça donne. Alors oui, à un moment, il y a une part de risque quand tu te fais accompagner, c'est clair. Mais je pense que si tu prends pas de risque dans ta vie, tu vois, comme moi je suis parti en Australie, à la base je savais pas à quoi m'attendre. J'ai lancé mon activité de coaching en ligne, je savais pas à quoi m'attendre. Enfin voilà, je trouve que le fait de partir à l'aventure, dans la découverte d'un nouveau monde, moi je trouve ça top. Et si tu prends aucun risque dans ta vie, bah forcément tu n'as aucun bénéfice. Il faut aussi être logique par rapport à ça. Les gens qui prennent pas de risque dans leur vie, ils ont la même vie monotone depuis qu'ils ont 20 ans. Voilà, point, il faut être logique. Il y en a des gens pour qui ça fait mal quand on leur dit ça. C'est la vérité. Moi je connais beaucoup de gens aujourd'hui qui s'expatrient. Alors pour j'étais s'expatrier, mais enfin pour moi, tu le sais, je suis un expatrié depuis un moment, mais moi je trouve ça top. Il y a des gens qui sont très heureux en étant non expatriés et qui restent dans le même pays ou en France, voilà, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, si tu as besoin de changer, etc., et le cran à un moment de changer. Voilà. Il y a une part de risque, évidemment. C'est jamais de quoi l'avenir est fait. Mais si tu ne prends pas ce pari-là, tu ne peux pas savoir. Donc si tu ne te fais jamais accompagner, tu ne pourras pas savoir les bénéfices que tu en auras. Voilà, en gros, c'est un petit peu ce qu'on disait. Bref. Et donc, ça m'amène donc sur les piliers, donc le déficit calorique, etc. Ça on en a parlé. Au niveau du sport, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de gens qui expliquaient dans le défi, je ne sais pas quoi faire, etc. Donc, je leur ai donné des séances de sport à faire à la maison. C'est des séances souvent un peu de conditionnement. Alors, forcément, là, je ne peux pas dire il faut que tu fasses ce sport, etc. Parce que généralement, le sport, c'est personnel. J'accroche ou j'accroche pas. Par contre, il y a des sports, j'ai déjà dit dans un épisode de comment choisir ton sport, il y a des sports qui sont un peu plus efficaces quand même pour atteindre des objectifs. Et ce que je vois aussi, c'est que si tu fais un sport et que tu n'as aucun bénéfice physique, pour pas mal de personnes, je dis pas pour toutes, bah c'est très frustrant. Parce que je sais que la plupart des gens se mettent au sport pour la raison numéro 1 de se transformer physiquement.
C'est pas pour moi, selon moi, la meilleure raison en réalité, mais je dirais que quasiment tout le monde, moi quand je me suis mis au sport, sauf le tennis de table, vraiment c'était juste pour le fun, ou que j'ai des gens qui font du badminton ou quoi. Mais sinon, la plupart des gens qui se mettent à la natation, au fitness, à la zumba ou je sais pas quoi, oui, il y a une partie de fun pour certains, mais il y a aussi une partie je veux me transformer physiquement. Et donc, si t'as pas de résultat, bah, c'est très frustrant de faire un sport sans avoir de résultat. Ça, c'est clair. Donc, il faut effectivement avoir au moins un programme personnalisé, d'être accompagné pour savoir exactement ce que tu fais. C'est un vrai problème en France, je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, je ne connais pas les chiffres, il faudrait qu'on regarde sur des stats, mais le taux d'accompagnement des gens en salle de sport est très bas. Très très bas. Moi, je vois rarement des coachs aider ou des clients plutôt se faire accompagner par des coachs en France. Aujourd'hui, je suis en Malaisie à Kuala Lumpur, alors tu me dirais, ouais. Après, peut-être à Paris, c'est un peu différent, ils ont un peu plus conscience. Je ne sais pas, je ne me suis pas trop entraîné à Paris. En tout cas, à Nantes, une ville moyenne de France, ou quand je me suis entraîné ailleurs en France, il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Et là, je suis à Kuala Lumpur, et je l'avais même vu quand j'étais au Cap en Afrique du Sud, en Australie, n'en parlons pas, à Dubaï, bah, laisse tomber. Il y a des coachs partout. Tu regardes, il y a le mur avec les coachs, il y a au moins 15 coachs à chaque fois. Moi, je rentre dans la salle à Kuala Lumpur, ils me disent tous bonjour, ils retiennent mon prénom, etc. Parce que au début, ils savent pas que je suis coach, donc ils disent ouais, c'est un potentiel client, etc. Et donc, c'est assez marrant de voir à quel point bah, ils sont tous avec des élèves. Voilà, il y a une vraie culture du personal training. Et du coup, bah forcément, ils s'entraînent un peu mieux. Alors, je dis pas qu'ils s'entraînent tous bien à Kuala Lumpur. Vraiment, j'ai vu des cas, ceux qui s'entraînaient tout seuls, je me suis dit, punaise, ça, c'est des mecs qui regardent les fitness influenceurs et qui font du développé nuque ou des demi-répétitions avec des charges ultra lourdes. Ça, j'en ai vu aussi pas mal. Parce que c'est des gens qui, eux, n'ont pas passé le cap de se faire accompagner. Mais en tout cas, quand je vois la qualité des coachs à Kuala Lumpur, de ce que je vois, c'est vraiment propre. C'est vraiment propre dans l'exécution, dans les consignes qu'ils donnent, etc. Je trouve ça vraiment cool. Et ils sont vraiment très sympas. Et je pense que la plupart des coachs en France, aussi très compétents et sympas. Mais c'est vrai qu'ils sont assez dévalorisés. Ne serait-ce que le fait qu'on les paye très peu et qu'en France, on a l'impression que c'est cher. Quand souvent, les gens, tu leur dis, ouais, enfin, je connais peu de gens qui prennent des coachs en salle déjà. C'est assez rare. Et souvent, l'excuse, c'est bah, c'est trop cher. Euh, Ça fait chier de penser ça parce qu'en réalité, en France, les coachs sont pas chers. Comparé à d'autres pays, c'est pas cher. Encore une fois, chacun sa situation, etc. Mais je pense que c'est aussi une priorisation dans le budget. Et on va le voir aussi quand à un moment j'ai demandé aux filles dans le défi quelles sont les erreurs selon vous qui vous empêchent de perdre du poids. La plupart du temps, c'est le manque de temps. C'est pas une erreur concrètement, tu le sais bien. Mais en tout cas, c'est une excuse. Manque de temps, manque d'argent. Selon moi, ce sont des excuses à chaque fois. Manque de temps, j'ai pas le temps pour m'entraîner, j'ai pas le temps pour calculer mes calories, on m'a dit ça. Alors là c'est quand même extraordinaire. Des fois, il y en a qui me disent j'ai pas le temps de manger aussi. On est d'accord qu'il y a un problème. On est d'accord qu'il y a un problème quand on dit ça. Oui, le temps, ça se manage. Enfin, oui, on n'a pas beaucoup de temps à disposition, ça je peux le comprendre. Hein, il y a des mères de famille. Mais en fait, il y en a, ce que j'ai dans le défi, j'ai toujours un contre-exemple de quelqu'un qui a à peu près la même situation que toi et qui arrive à trouver le temps. J'ai accompagné des dizaines, voire centaines de personnes là, depuis 3 ans. Tout type de corps de métier. Hein. Travail la nuit, pompier, DRH à haute responsabilité, entrepreneur, restaurateur, tout. Militaire, policier, j'ai eu tout. Enfin, j'ai eu beaucoup, vraiment. Et pourtant, ils ont tous réussi à avoir des résultats, à s'adapter en fonction de leur mode de vie. Donc je me dis que bah, toi aussi, généralement, si tu m'écoutes, il y a de grandes chances que tu puisses aussi manager ton temps. C'est juste que tu n'as pas la priorité en tête, tu ne sais pas pourquoi tu veux changer et tu n'as pas encore pris conscience de l'importance de changer. C'est tout. Mais ça va venir, c'est pas très grave. Donc voilà, ça c'est aussi un travail que j'expliquais lors du défi, c'est de savoir pourquoi vous voulez changer, en quoi ça peut changer votre vie, projetez-vous sur ça, et en quoi aussi le fait de ne rien faire peut impacter votre vie. Il y a beaucoup de gens qui se complaisent dans leur situation aujourd'hui, qui se disent ah finalement je suis pas trop mal comme ça, finalement ça va, ouais, et puis tu vois. Et puis qui finalement font marche arrière au moment de passer à l'action. J'en ai plein qui font ça, c'est leur cerveau qui les dicte comme ça. Et c'est humain, moi aussi, ça me doit certainement arriver. Mais on se rend compte qu'en fait, une situation, si on prend du recul, elle ne nous plaît pas. Moi, c'est pour ça, hein, concrètement, quand ça va pas ou quoi, je suis assez direct envers moi-même. C'est-à-dire que je quitte le pays où je change d'environnement. J'ai été comme ça parce que je me suis rendu compte que si je faisais pas des choses assez directes, assez cash, bah en fait, mon cerveau est très facilement procrastinateur en me disant ouais, finalement, ça va, je suis plutôt bien, j'ai de la chance, t'as vu les autres, il y en a qui sont encore plus en mauvaise forme que moi, finalement, ça va, tu vois. Ouais, je suis pas si mal, tu vois. C'est souvent des conneries qu'on se dit comme ça. Alors oui, ça nous rassure sur le moment, je dis pas qu'il faut toujours sentir mal avec son physique, etc. Mais pourquoi ne pas essayer de s'améliorer? Au moins testons de s'améliorer en utilisant une bonne méthode et ensuite on voit effectivement si notre cerveau il réagit encore comme ça. Mais bon bref, en tout cas tu as bien compris un petit peu le raisonnement, je sais que pour certains c'est le cas, pour d'autres c'est en phase de réflexion tout ça et c'est normal. Et bref voilà, donc je sais plus pourquoi je suis parti par là. Et aussi dans les 3 piliers, je parlais aussi de la marche. Pareil, je vais vous sortir un petit peu, alors je ne vais pas citer de nom, mais
Mais j'ai eu des gens qui, effectivement, beaucoup étaient très sédentaires. Quand je leur ai demandé quelles sont les erreurs, je dirais que la moitié, c'était sédentarité. Sédentarité. Sédentarité, une deuxième. Qu'est-ce que j'avais aussi? Manque d'exercice, etc. Forcément, on ne peut pas avoir de bons résultats si on est trop sédentaire. Et là, encore une fois, c'est une habitude. Souvent, les gens voient 10 000 pas par jour. Oh putain, moi j'en marche 2000. Comment je peux marcher 10 000 pas? C'est impossible. Moi, je pense que pour 95% des gens, c'est possible de marcher plus de 7 000 pas par jour en moyenne, sans problème. C'est juste qu'il faut le décomposer. 15 minutes le matin, 20 minutes le midi, 30 minutes le soir. Bim, t'es à 8 000 pas. Quasiment. C'est juste que tu le fais pas. C'est juste que tu le fais pas. Et la plupart du temps, on a le temps. Alors, je dis pas quand tu es père ou mère d'un jeune enfant ou que tu as 15 enfants. Oui, peut-être c'est un peu plus compliqué. Mais encore. Je pense que c'est possible, parce que je vous dis, j'ai toujours le contre-exemple. Quand vous appelez quelqu'un, quand vous m'écoutez en podcast, quand vous faites quelque chose, allez marcher. On a l'exemple aussi de Laetitia, qui est une de nos élèves, ou même plusieurs, qui ont acheté des tapis de marche. Alors oui, c'est un budget. Encore une fois, c'est un budget santé. Moi, c'est ce que je disais dans le défi. Si j'étais pas en mode nomade partout, plutôt que d'être assis comme je suis la plupart du temps, je pense que je m'achèterais aussi un tapis de marche. Clairement, c'est trop bien. Tu fais tes pas, tu es plus actif, tu te sens mieux et tu bosses en même temps ou tu fais tes trucs. C'est trop bien. Surtout l'hiver en France où je peux comprendre c'est un peu plus compliqué de marcher, c'est pas très cool. Moi, quand je rentre en France au mois de décembre, que je vais marcher, souvent je vais marcher avec ma mère. J'essaie. D'ailleurs, c'est un exemple très parlant, mais ma mère, bon, elle est à la retraite maintenant, mais c'est quelqu'un qui était ultra sédentaire. Mais quand je vous dis ultra sédentaire, c'est possible de ne pas sortir de chez soi pendant une journée. Arriver avec moi, je reviens de l'Australie, je suis beaucoup plus actif, je commence à la faire marcher, 5 minutes, 10 minutes, elle était quand même fatiguée, elle avait la flemme et tout ça, je rentre, ok, bon. Et maintenant, là je suis pas avec elle, mais elle marche tous les jours, quasiment tous les jours. Des fois, elle marche genre 10 000 pas d'un coup, tu vois. Et là, 60 et des balais, et des bananes. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que du coup, je me dis, c'est jamais perdu pour personne, parce que c'était comme un exemple d'une personne comme très sédentaire, qu'on ne pensait pas forcément, je pense pas elle non plus qu'elle pensait qu'elle pouvait marcher autant. Et finalement, elle marche beaucoup plus. Et donc, forcément, elle est meilleure forme, elle a perdu du poids, etc. Tu vois, rien qu'en marchant plus, c'est pas très compliqué. Alors oui, tu me diras, elle a plus de temps. Mais c'était une barrière limitante de la marche c'est pas pour moi, ça va être pénible, etc. Et maintenant elle a même acheté un casque aussi pour écouter de la musique. Bref, elle est vraiment dans le délire, tu vois. Donc c'est vraiment cool. Et surtout que là on marche à Nantes, honnêtement c'est pas très agréable. Je vais pas mentir, le cadre est pas extraordinaire pour marcher. Mais elle le fait et je le fais aussi avec elle quand je rentre. Et du coup c'est plutôt agréable, ça permet de discuter, ça permet de faire des trucs. Donc vraiment la marche, je le redis, si tu écoutes ce podcast, c'est la vie. Et je crois qu'Alexandra elle disait aussi, dans son interview que je vais vous mettre dans un instant, elle faisait, ce qu'elle disait, bon, j'avais rien compris sur l'alimentation, j'avais rien compris sur le sport. Elle dit sur la marche, je crois que j'avais compris, mais c'est le truc que tu dis, si je le fais pas ou si je le fais ce week-end, c'est pas très grave. Voilà, c'est un petit peu ce qu'elle disait. Désolé, je me trompe un peu, mais en fait, effectivement, on se dit la marche, ouais, c'est pas très grave, c'est pas très important si on marche pas aujourd'hui. Bref, on se rend compte que si ça a un gros impact, ne serait-ce que sur ton mindset et sur ton envie de bouger, en fait. Alors oui, en dépenses caloriques, je dis pas, c'est pas extraordinaire, tu vois, voilà. Mais c'est toujours mieux que rien. Et je peux te dire que moi, je sais qu'au niveau des maux de dos, etc., même au niveau du mindset, ça change tout. Bref, donc c'est un peu dans les erreurs que j'avais vues. La sédentarité, le fait aussi de sous-manger, de trop peu manger. J'en ai pas mal de femmes qui disaient je suis à moins de 1500 calories, ce que je disais pendant le défi, si vous êtes à moins de 1500 calories, généralement c'est une erreur pour la plupart des gens, en tout cas sur le moyen long terme. Donc augmentez légèrement vos calories, calculez-les. Et surtout ne vous trouvez pas d'excuses. Trop de contraintes, trop de difficultés, etc. Quand vous voulez cuisiner, faites des choses simples. On a eu aussi l'interview, et je pense que je vous la passerai, de Virginie, qui est une maman solo aussi, qui, elle, n'aime pas cuisiner. Alors, moi, c'est le cas aussi. Ce que je dis toujours quand j'ai quelqu'un au téléphone, si on me dit je dois cuisiner ou quoi, je dis non, t'inquiète. Je cuisine jamais plus de 10 minutes et t'inquiète, ça marche bien. Donc, ne partez pas du principe qu'il vous faut des recettes ultra compliquées ou qu'il faut cuisiner différemment pour vos enfants. Aussi, vous n'êtes pas obligé. Virginie, ce qu'elle disait, et ça, je vais vous le passer de toute façon, je pense, dans le prochain épisode, parce qu'il est vraiment top son interview. En gros, elle a engrainé son fils à faire pareil qu'elle. Donc elle va marcher avec son fils, pareil. Elle va marcher, donc moi avec ma mère, elle va marcher avec son fils qui est plus petit. Et du coup, ils font des jeux, ils discutent, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas parent encore, mais je vois d'un externe, les discussions entre parents et enfants, c'est assez limité en ce moment parce que tu vas quelque part avec ton gosse, tu lui donnes ton téléphone, il regarde une vidéo YouTube. Je crois que j'ai déjà dit une fois, mais ça c'est quand même un problème. Je pense qu'à terme, on va avoir pas mal d'enfants qui vont être un peu avoir des problèmes psychologiques, concrètement, à regarder des vidéos comme ça toute la journée, tu vois ce que je veux dire. Je sais que c'est plus facile, je sais très bien, je me suis occupé aussi un peu d'enfants il y a peu de temps.
C'est clairement la solution de facilité. À un moment, quand t'en peux plus, je comprends, hein, je comprends, t'inquiète, je juge pas. Mais c'est vrai que pour les enfants, je pense qu'ils vont avoir quand même des petits soucis. Déjà que moi, génération, on est un peu épargné par ça, mais on n'est pas non plus parfaitement bien avec les applications. On est déjà un peu mongol avec. Donc je me dis, les nouvelles générations vont être encore plus mongols avec ça. Quand je dis mongol, c'est pas péjoratif, enfin si, c'est un peu ça. Mais c'est juste qu'on va être complètement matrixé, quoi. Donc bref, voilà un petit peu le truc, c'est qu'elle elle organise son fils, elle fait pas les mêmes repas, ça où je voulais en venir. Elle fait pardon, les mêmes repas pour elle et pour son fils, en adaptant les quantités, mais du coup, bah, ils mangent mieux. Et elle mange mieux aussi. Et c'est ce qu'elle disait, ils se font un repas un peu gras, plaisir, ils vont au McDo à la friterie une fois par semaine. Voilà, point. Mais c'est des histoires, je vais vous le passer la semaine prochaine, mais c'est trop bien comme histoire. Enfin, c'est pas une histoire, c'est la vérité, hein, je vous le dis. Mais c'est trop bien. Enfin, super comme témoignage, moi je trouve ça top. Et les 4 femmes qu'on a eues, ça m'a aussi reboosté en témoignage. Je le sais parce qu'on les accompagne, mais c'est 4 profils super différents. Laetitia aussi, elle a pas mal de problèmes de santé. Maïté, elle est partie faire le tour du monde long. Bref, en fait, ces 4 histoires-là, je vais vous les mettre, je pense, dans les 4 prochains épisodes, parce que c'est juste ultra inspirant, en fait. C'est juste ultra inspirant. Et c'est beaucoup plus parlant que moi quand je vous dis des trucs. Bref, je vais vous le passer dans un instant, le témoignage d'Alexandra. Je vais vous le faire euh, dans un instant, je vais dire. Et voilà, en tout cas, c'était vraiment top ces 4 jours de défi. J'espère que ça aura aidé pas mal de monde. On a pas mal de monde aussi en appel bilan derrière, et du coup, ça permet aussi de voir un petit peu en détail où elles en sont. Vous pouvez, vous aussi, hein, si vous écoutez le podcast, prendre un appel bilan avec moi ou un membre de mon équipe, donc soit avec Mohamed pardon, soit avec Florestan, et on fera un débrief de votre situation. On vous expliquera aussi potentiellement, si vous êtes intéressé, comment on fonctionne sur notre accompagnement, et si vous voulez nous rejoindre et rejoindre ces femmes inspirantes dont vous allez écouter les témoignages, n'hésitez pas, parce que je pense réellement que c'est une super opportunité, hein, concrètement, de ne plus stagner, de ne plus faire 40 000 erreurs, de ne plus se poser 40 000 questions, et d'enfin avoir des résultats. Parce que quand je vois les témoignages et les changements de vie que ça apporte, vraiment, et quand je vois certaines personnes qui comprennent pas, et c'est peut-être notre faute, on n'arrive pas à leur faire comprendre que le programme, c'est pas juste perdre du poids, c'est une nouvelle vie, et que des fois on nous dit, je sais pas, pour X euros c'est trop cher, un changement de vie pour X euros c'est trop cher, et quand tu vois le prix du programme et le changement de vie que ça apporte derrière, en fait on n'est pas cher. Mais c'est juste que les gens n'ont pas conscience de l'apport que ça peut apporter. Bref. Et c'est pour ça que des fois nous on est un peu frustrés en se disant, quand il y a des gens, on voit une grosse souffrance qui ne veulent pas nous rejoindre pour un problème des fois de budget, ou en fait c'est une excuse très souvent, on se dit punaise, c'est dommage parce que toi, on pourrait te faire changer ta vie, mais on peut pas le faire non plus gratuitement, parce qu'on sait très bien, moi si j'accompagne des gens gratuitement, déjà, je suis pas l'abbé Pierre, et si je le faisais, je sais très bien que les gens ne seraient pas investis, ils n'auraient pas de résultat. Donc en fait, le fait de s'investir financièrement, je sais aussi l'impact que ça peut avoir, et donc c'est pour ça qu'on a un certain prix dans notre accompagnement, parce qu'on veut être 100% disponible avec nos élèves, et ça a un prix, forcément. Tu peux pas avoir un coach 100% dispo pour toi si tu le payes 50 euros par mois, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il aurait besoin de 100 élèves, et du coup 100 élèves tu peux pas les suivre. Voilà. Faut être logique aussi, une logique économique par rapport à ça. Et donc nous on n'accompagne que 20 élèves en simultané, et donc ça a un prix. Mais ce prix permet d'avoir un suivi de qualité, un vrai changement de vie et quelqu'un de disponible. Et dans ta vie, est-ce que tu as déjà eu quelqu'un de disponible pour toi à 100%? Je peux dire pas quelqu'un une fois par semaine, quelqu'un tous les jours à qui tu peux poser une question, à qui tu peux échanger, poser tes comment dire, partager tes problèmes. Je vais arriver. Je sais que Mohamed, qui est chargé du suivi, c'est quelqu'un qui a une grosse qualité d'écoute, une grosse qualité d'empathie, et du coup, il est top sur ça parce qu'il permet justement à beaucoup de femmes, et je crois que elles vont toutes le dire quasiment, sauf Alexandra parce qu'elle travaille avec moi, mais sinon les 3 autres, elles travaillent uniquement avec Mohamed. C'est quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute et qui permet de remotiver les gens très facilement. Et ça, ça n'a pas de prix, d'avoir le temps et bénéficier des compétences et de l'expérience et de la personnalité de quelqu'un, forcément ça a un prix dans un sens. Donc bref, voilà, c'était juste ça, je voulais vous partager ça. Bref, on se laisse sur ça, vous avez un quart d'heure de petit débrief avec Alexandra. C'est un super témoignage, donc je vous le mets, et j'attends vos retours évidemment. Si vous avez aimé cet épisode, vous n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Je sais que pour certaines vous ne savez pas, ou certains vous ne savez pas trop comment faire. Vous pouvez le faire normalement sur Spotify, sur le téléphone, sur Apple Podcast, je crois que c'est que sur l'ordi. Bon, voilà. Et sur YouTube, vous pouvez mettre un petit pouce aussi. C'est toujours cool pour le référencement, etc. Et puis voilà, mettre un petit commentaire aussi. Je sais qu'il y en a de temps en temps qui me mettent des petits commentaires. Si vous avez aimé l'épisode sur YouTube, vraiment, j'apprécie beaucoup les commentaires. Voilà, je vous le dis. J'apprécie d'avoir des feedbacks sur le podcast, parce que ça, c'est vrai que je l'avais déjà dit, mais j'ai l'impression de parler juste à ma caméra, et du coup, c'est moins sympa. Donc voilà, si vous avez aimé, si vous avez des remarques, quoi que ce soit, vous m'écrivez, vous écrivez sous le podcast, vous m'écrivez en perso si vous avez besoin qu'on échange. Ça sera avec grand plaisir. Voilà, bref, je te souhaite une très bonne journée ou fin de journée comme d'hab, et je te laisse avec le témoignage d'Alexandra. À la semaine prochaine. Ciao, bye. Alexandra, donc c'est une élève de notre programme. Certaines l'ont déjà vu parce que tu as déjà fait une interview avec nous lors d'un
précédent challenge. Et du coup, je le partage souvent parce que c'était un très bonne interview. À l'époque, ça faisait 60 jours que tu avais commencé le programme. Tu avais perdu 8 kilos, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, ouais. 8 Ouais, kilos 60 et je crois que j'étais à -13 à la fin de la première saison. ouais. Et on va le voir. Bon, tu peux même nous le dire maintenant. Tu es à combien maintenant? Enfin, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais tu es à combien? -17. Je suis à ça de réussir l'objectif de fin d'année. Top. Les derniers kilos, ils sont un peu plus compliqués à aller chercher. Mais Hmm. bon. Donc, moins 17 kilos depuis le mois de janvier, on va dire. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer, nous réexpliquer un petit peu avant avant d'être passé à l'action avec nous, d'avoir rejoint le programme, où est-ce que tu en étais? Pourquoi tu voulais changer? Qu'est-ce que tu avais mis en place, etc. Nous faire juste un petit historique, allez, des Hmm. dernières actions et ensuite ce qu'on a mis en place sur les derniers mois pour comprendre un petit peu, si tu veux bien. Oui, alors, comme beaucoup de nanas, je pense, j'ai fait beaucoup de régimes restrictifs, faibles en calories, sans forcément associer du sport, avec suivi aussi de nutritionnistes, très efficaces dans le temps, c'est-à-dire que tu perds beaucoup rapidement, mais dans la durée, ça tient pas. Donc, avec ce genre de régime, j'ai perdu 10 kilos, j'en ai repris 15, voilà, j'en ai reperdu 10, j'en ai repris 20. Donc, j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids sur les dernières années. Et donc, avant de vous rejoindre, je suis rentrée dans le programme, j'étais à 94 kilos, je crois, quand je suis arrivée, en sachant que j'avais déjà reperdu à peu près 8 kilos, simplement en suivant tes conseils, en associant de la marche, Mm. puis en bougeant un peu plus. À partir de là, j'étais bloquée et je savais plus comment prendre le problème. Je voyais bien qu'en fait, au niveau de ce que je savais, il y avait quelque chose qui n'allait pas, tant dans l'alimentation que dans le fait de bouger, de vouloir reprendre le sport sans savoir trop quoi faire. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans le challenge du mois de janvier, comme les filles juste avant moi. Ouais. Et puis, en fait, la manière dont tu as simplifié le process, ça m'a parlé. C'est-à-dire que sur tout ce qui est dit sur la nutrition, le sport et tout, on veut toujours faire compliqué ou sortir des choses hyper compliquées. Ce qui fait que, un, ça décourage. Deux, je pense que on se dit déjà que j'ai des journées de folie, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, donc bah tant pis, je vais rester avec mes kilos. Et puis vient un moment où en fait tes kilos te plombent littéralement ta vie, tu as du mal à marcher, t'es essoufflé, tu profites plus des moments avec ta famille, ça impacte ton travail, t'es mal dans ta peau, donc il n'y a plus rien qui va. Donc si tu règles pas ça, en fait, tu t'éteins, je pense, petit à petit. Et donc moi, ça a été le déclic, c'est de me dire, bah là j'ai quelqu'un qui me parle, qui tient plutôt la route, donc je vais réserver un appel bilan, et ça n'engage rien, je vais voir. Mm. Et dans l'appel bilan que tu m'as proposé, donc c'était avec toi que je l'ai passé, en fait, le 360 que tu fais sur les questions que tu poses, et ça fait que on se questionne sur des choses dont on n'avait pas connaissance avant. Et moi, là, à partir de là, j'ai fait le choix de te faire confiance et de au moins tenter une saison avec toi. Et Mm. quand je vois les résultats que j'ai depuis, bah, je regrette pas et je me dis qu'en fait, quelle perte de temps. Juste de pas l'avoir fait avant parce que je me serais retiré bien des problèmes et puis j'aurais avancé beaucoup plus vite. Et quand je vois aussi l'impact que ça a aujourd'hui dans ma vie, vie sociale, travail, etc., bah, enfin, c'est tout bénef, quoi. Génial. On va revenir un petit peu après. Qu'est-ce qu'on a mis en place justement concrètement? Parce que voilà, on a parlé la théorie là depuis 4 jours, mais concrètement, qu'est-ce que toi tu as mis en place? Pourquoi tu as réussi toi à perdre 17 kilos et que pour l'instant tout va bien et tu ne les reprends pas en plus? Non, non. Alors, bah, qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai juste suivi tes recommandations. Donc, le plan alimentaire que tu donnes, qui est honnêtement simple à faire parce que ça t'apprend juste à construire tes assiettes de manière cohérente pour avoir un bon apport dans la durée. Ça t'apprend aussi à gérer tes week-ends quand tu as une vie sociale comme moi, où tu prends l'apéro, tu vois tes amis, c'est un peu plus festif. Donc, tu apprends aussi à anticiper ce genre de moments-là. Tu apprends à créer, enfin, à suivre des séances de sport que tu nous crées en fonction de ce qu'on sait faire, du matériel qu'on a et du niveau qu'on a aussi, et du temps qu'on a aussi Mm. disponible. Et puis la marche. Voilà, en fait, c'est tout ce que tu viens de dire depuis 4 jours, mais appliqué à la vie quotidienne, avec quand même un parcours et un accompagnement progressif, puisque tu es là, tu ajustes en fonction des retours, en fonction des kilos perdus, en fonction des difficultés, ou des petits retours, des petits ajustements, et puis donc on fait le parcours ensemble. Ça aide. Ouais. J'avais une question pour toi, c'est Ouais. souvent un point qui revient souvent, et c'est normal, je dirais, c'est la confiance dans les
en fait, quand vous prenez un coach, surtout un coach en ligne, vous mettez votre santé dans les mains d'un élément extérieur, d'un inconnu, c'est ça que je voulais dire. Euh, je sais que c'est pas évident, surtout pour les femmes, je trouve, Mm. parce que c'est personnel et parce que voilà, et là, pour celles qui nous regardent, vous avez passé 4 jours avec moi, et je sais encore qu'il y en a beaucoup qui se posent beaucoup de questions. Euh, Parce que beaucoup ont testé des choses avec d'autres personnes qui n'ont pas marché. Toi aussi, tu avais testé des choses par le passé avec des nutritionnistes. Je crois que 99% des femmes que j'ai au téléphone ont testé quelque Mm. chose avec une nutritionniste. Et en général, ça ne marche pas parce qu'elles sont encore avec moi au téléphone. Euh, Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es lancé finalement? Parce que je sais que tu avais des doutes au démarrage. Je suis ça. Oui. Et c'est normal. Je dirais, tout le monde a des doutes. Tu vois, personne ne sait, tu vois, personne ne sait dans un programme en disant, ah, c'est sûr, à 100%, j'aurai des résultats. Tu vois. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as réussi à prendre le cap de ça, finalement? Enfin, de ce que En fait, j'avais des doutes, Hmm. vraiment, hein, Ouais, mais c'est normal, c'est pour ça même que je fais à ça. réserver. Et après, je me suis dit, lui, je vais Ouais. voir sa méthode, si elle marche, je l'attends au tournant. Ouais. Mais, mais en fait, j'avais des doutes, mais j'avais surtout une certitude qui a fait que ça a penché. C'est que j'avais la certitude aujourd'hui que tout ce que je faisais fonctionnait pas. Ouais. Et à partir de là, tu peux peser tous les doutes que tu as face à la certitude, c'est le poids que tu portes tous les jours. Bah, tu dis, bah, ce poids-là, je vais le poser, je vais tester vraiment un truc qui a l'air de fonctionner, puisqu'il y a quand même des résultats et je pense que les témoignages prouvent que la méthode fonctionne. Donc, à un moment donné, tu dois juste faire un pas de côté sur ta vie, ce que tu as fait juste là, et te dire, bah, OK, il y a des doutes, tu en auras toujours sur tous les problèmes que tu vas rencontrer. Par contre, est-ce que tu te mets en mode, bah, je règle les problèmes, je trouve des solutions, j'essaye, ou je garde ma certitude et mes connaissances qui me pèsent au quotidien et j'avance pas avec ça. Et par contre, tu vas avoir ce poids-là toute ta vie. Donc, c'est juste ça, à un moment donné, où je me suis dit, c'est bon, c'est 3 mois, c'est pas très engageant, vas-y, tu verras. Hmm. Et bah, aujourd'hui, je regrette pas. Hmm. Top. Il y avait une phrase que tu avais dit, parce que tout est moi, je l'ai répété plusieurs fois. Tu te souviens de la phrase, à un moment, tu avais dit aussi, Ouais. c'était quoi? Il y a des choses qu'on ne sait pas, que par En définition, f- on ne sait pas qu'on ne sait pas, un truc comme ça, tu Bah, avais dit. c'est ça, en fait. Mais c'est valable sur tous les plans de ta vie, c'est que tu avances avec les connaissances que tu as et les certitudes que tu as et surtout les a priori que tu as. En tout cas, Hmm. tu penses savoir. Et jusqu'à ce qu'une personne te montre un autre chemin et que tu le testes, tu peux pas savoir que tu sais pas. Donc, en Ouais. fait, quand tu avances avec les connaissances que tu as, tu fais ce que tu peux. C'est pas un reproche, c'est juste, bah, t'as le niveau de connaissances que tu as dans la vie, t'as un vécu, et puis tu t'es construit sur ce vécu-là, et tu penses que ce que t'as fait, ça va à peu près, ou en tout cas, tu penses savoir. Or, moi, ce que je peux dire, après avoir vu et fait 9 mois aujourd'hui avec toi, c'est qu'en fait, je savais, j'avais rien compris. Mais de A à Z, l'alimentation, je pensais savoir pas du tout. Le sport, j'avais vraiment rien compris, mais rien de rien. La marche, je pense que oui, mais comme on se dit que c'est annexe, tu sais, c'est un truc que tu as vite fait de virer, tu dis, bon, je Hmm. verrai ce week-end, j'irai marcher. Et en fait, la construction que j'ai là, je sais, et pourtant, je n'aurais pas mis un billet dessus il y a 9 mois, que je ne reprendrai jamais le poids que j'ai perdu, le poids que j'ai pris, pardon, avant. Et ça, c'est une certitude. Parce qu'en fait, tu as un socle qui est tellement solide que c'est impossible. À moins que tu partes en live complètement et voilà. Mais je veux dire, si tu suis ça, tu as une vie sociale, tu peux faire tout ce que tu veux, tu reprendras pas de poids, c'est pas possible. Ouais. Aujourd'hui, tu as eu des excellents résultats parce que tu es aussi très régulière. Moi, c'est moi qui te suis personnellement, donc j'ai bien vu. En fait, tout ce que j'ai dit, notamment dans la planification dans les derniers instants, toi, tu planifies à chaque fois tes séances, tu les fais les jours que tu as prévus. Au niveau du nombre de pas, tu es toujours quasiment, tu es toujours dans l'objectif, sauf cas Mm. sauf ouragan, mais sinon, tu es toujours dans l'objectif. Et au niveau de l'alimentation, tu rentres tout dans MyFitnessPal depuis 9 mois. Donc, finalement, toi, tu es l'exemple, le cas concret de la théorie parfaite que j'ai expliquée, entre guillemets, depuis 3 jours. Toi, tu l'as appliquée parfaitement à toi. Et du coup, tu as les résultats qui vont avec. Donc, en fait, tu vois, souvent, on pourrait se dire, ouais, mais moi, je suis différente, moi, ça ne marchera pas, etc. On se rend compte qu'en gardant ces basiques, finalement, ces 3 piliers dont j'ai expliqué la dernière fois, des fois, ça peut paraître un peu con ou trop simple. Des fois, on pourrait se dire, mais c'est trop simple, je sais faire. On se rend compte que, enfin, en tout cas, d'expérience, j'ai 100% de résultats. Alors, après, à différents niveaux, mais j'ai Mm. 100% de résultats avec les femmes qu'on accompagne qui mettent ça en place, en fait. Et après, c'est vrai que la difficulté, et c'est normal, c'est de le maintenir dans le temps.
c'est pas toujours évident. Si tu es encore avec nous aussi dans le programme, c'est parce que tu sais que tu as encore certainement des petites choses à améliorer ou des connaissances à approfondir, peut-être sur le sport, tu vois, là on s'entraîne avec des Mm. haltères, tu as des mouvements où on s'améliore un peu, tu vois. Donc chaque étape est faite pour améliorer un petit processus, tu vois, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Et puis, enfin, de toute façon, pour faire le chemin, à un moment donné, tu vas craquer. C'est pareil, discipline, motivation, on en parle beaucoup. Au Mm. début, tu es motivé, ça part. Avec le temps, il y a personne, enfin, moi, je connais personne qui est content de soulever des haltères. T'as pas envie. Mais tu le fais parce que tu sais que derrière, déjà, tu vas te sentir bien après la séance. Dans la vie, tous les jours, c'est tout bête, mais tu vois, prendre tes packs d'eau, prendre ton sac de course, prendre le sac de croquettes pour mon chien, par exemple. Avant, moi, je peinais à faire tout ça. Aujourd'hui, je le lève, c'est plus un sujet. Et en fait, tous les mouvements que tu vas faire en renfo, tu peux les transposer dans ta vie de tous les jours. Le fait de pas te louper quand tu rates un trottoir, hop, tu te rattrapes, bah, ça aurait pu te foutre ta cheville. Mm. C'est juste avoir un corps en bonne santé, pas faire plus vieux que son âge au niveau du corps surtout, et puis bah, profiter de la vie tout simplement. Donc, c'est un investissement sur soi, c'est tout. Ouais. Et effectivement, ça se construit dans le temps. 3 mois, c'est un bon début pour avoir les bases. Moi, j'ai préféré prolonger parce que j'avais déjà un objectif qui était un peu plus long. On en avait échangé, que je voulais faire tranquillement sans mettre de pression. Et puis, bah, j'ai encore besoin des retours sur la partie sportive. Donc, moi, je me sens pas de partir. Il y a des filles qui sont parties certainement plus tôt avec un objectif plus court. Après, chacun se construit aussi comme ça. Mais c'est vrai que, puis la communauté, moi, je m'y sens bien, donc j'ai envie de rester. On peut finir sur ça, justement, la communauté, Ouais. j'en ai parlé un petit peu. Toi, tu es une des membres moteurs, justement, puisque ça fait longtemps que tu es là aussi, dans la communauté. Donc, c'est quoi la communauté pour celles qui ne savent pas exactement comment ça se passe? Alors, c'est un groupe WhatsApp qu'on intègre quand on arrive en fait dans l'accompagnement en complément des séances qu'on a à faire et puis des échanges qu'on peut avoir avec les coachs, donc toi ou Mohamed. Euh, c'est un groupe, alors on pourrait penser que c'est un groupe qui sert à rien, mais au contraire, c'est un groupe qui est hyper vivant, sur lequel on échange de tout. Alors, ça peut être des idées de recettes, ça peut être les entraînements, les retours sur entraînement, les conseils pour s'entraîner, pour trouver des routines, et même juste la journée, comment elle s'est déroulée. Et en fait, tu as un petit socle, on va pas dire d'amis, parce qu'on se connaît pas dans la vraie vie, mais en tout cas, tu as un socle de personnes engagées dans le même objectif que toi avec qui tu échanges. Et quand tu as pas ça à côté, dans ton environnement, ta famille, eh ben, ça fait du bien des fois de se replonger là-dedans. Tu es connecté avec des gens. Et quand t'as pas le courage, tu vois que les personnes ont déjà fait leur séance le matin ou quoi, bah tu dis j'ai pas envie d'être à la traîne parce que je me suis mis là-dedans, j'ai envie d'y rester. Donc ça motive. Et puis en plus les nanas qui sont dedans, qui sont rentrées, enfin, c'est une super équipe. Bienvenue à celles qui nous rejoindront parce que vous allez vous régaler, quoi. On est gentils.